Et bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, on va prendre un moment pour commémorer le docteur Paul Farmer. Et nous pleurons la perte d'un pilier de la médecine sociale et d'un fils d'Haïti. Et HMI a eu le privilège d'être encadré et soutenu par le docteur Farmer. Bien que nous ayons le cœur brisé, nous restons à jamais reconnaissants d'avoir travaillé avec lui. Nous nous engageons à poursuivre notre engagement en faveur de l'éducation médicale en Haïti. So we're going to take about 20 seconds to commemorate his, memory. Okay, so I'm going to introduce the lecture today. Aujourd'hui, le docteur Blacksin va faire une conférence sur le thème de la démence. You guys can get started. Thank you. Thank you, everyone. I am going to talk about dementia. I'm a psychiatrist, but I know that most of you, if not all of you, are not. So I like to talk about things that are psychiatric, but that you'll encounter as primary care doctors. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démence. Moi, je suis psychiatre. La plupart d'entre vous ne l'êtes pas. Et c'est pour ça que je vais vous en apprendre un peu plus sur la démence. Often in consultation psychiatry, we think about the 3 Ds, and that is dementia, delirium, and depression, which show up a lot in a general medical population and tend to be confused with each other. So I want to talk about one of those Ds today, dementia. En psychiatrie, on pense souvent aux 3D, qui est la démence, qui sont la démence, le délire et la dépression, et qui sont un peu difficiles à différencier, qu'on confond souvent dans la population en général. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démence. Hold on. Let me try to forward this. Aha. This is a brief slide about why psychiatry is important, and I will just, without reading all of this, I will say that most psychiatric patients who present to medical care do not see a psychiatrist, they see you guys. So it's important to be aware of psychiatric problems so that you can diagnose it, because if you don't think of it, you won't diagnose it. Bon. Pourquoi est-ce que la psychiatrie est importante? C'est parce que la plupart des gens ne vont pas consulter un psychiatre. C'est vous qu'ils vont voir. Et si vous ne pensez pas à la maladie mentale, vous ne pourrez pas le diagnostiquer. So I listed 3 cases here, and very briefly, the first case is a 62-year-old. They have a lot of cardiovascular risk factors, and this person comes in with chest pain. And while he's in the hospital, he's very confused, he's very angry, and his daughter at home says that at home he's been sort of angry and not really himself at home. Alors, là, il y a un homme de 62 ans avec une histoire de diabète qui n'est pas contrôlée, il a fait de l'hypertension, il fume depuis toujours, et puis il se présente avec des douleurs à la poitrine. Pendant qu'il est à l'hôpital pour faire des tests, on se rend compte qu'il est confus, il ne sait pas où est-ce qu'il est et il ne sait pas quelle date on est. Et puis, il est souvent fâché avec le personnel. Et puis, sa fille dit que récemment, à la maison, ils ont trouvé qu'il est plus irritable et pas vraiment, c'est pas lui. Et puis, mais elle n'est pas sûre depuis combien de temps ça dure.
Case 2, an older woman in her 80s who has dementia is brought to the hospital by her family, and they brought her to the hospital because at home she's been hitting the people that take care of her. Sometimes she's been wandering around the house, sometimes she falls, and she's definitely not safe at home. But in the hospital, she's also not safe. She gets distressed and starts to strike out at nurses when they try and help her. Alors, le deuxième cas, c'est une femme de 86 ans qui est connue pour la démence. Et puis, c'est sa famille avec qui elle vit qui l'amène à l'hôpital parce que elle commence à frapper les gens qui prennent soin d'elle. Et puis, parfois, elle sort de son lit toute seule et puis elle fait des chutes. C'est pas sécuritaire pour elle de vivre à la maison maintenant. Et puis, à l'hôpital, elle est agitée, puis elle essaie de frapper les infirmières qui prennent soin d'elle. And case 3 is a younger person, a man in his 40s, who has a long history of alcoholism, and he comes to the hospital, an alcohol withdrawal, and you treat that problem, but the patient now wants to leave the hospital, but he's a little confused. He doesn't really know what the date is, and he's confused about his medicines. Bon. Alors, le troisième cas, c'est un homme de 45 ans qui a un historique d'alcoolisme sévère. Il arrive à l'hôpital avec des symptômes de retrait alcoolique et puis de sevrage alcoolique. Et puis, bon, vous traitez ce problème-là, puis le patient veut quitter l'hôpital. Cependant, il est un peu confus. Il ne sait pas trop quelle date on est. Et puis, il ne sait pas vraiment quel médicament il doit prendre. So it's no surprise that the sort of rationale behind all these 3 cases is the same, which is dementia. But it's clearly dementia presenting in different kinds of ways in different ages of people with different kinds of medical problems. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 3 cas-là? On pense à la démence, et puis la démence peut se présenter de différentes façons, mais ça peut être autre chose aussi. So dementia, what is it? You need impairment in memory and one other cognitive domain. And I list some of those here. So aphasia, which is problems with speaking, apraxia, problems with movement, agnosia, problems with recognizing objects and people, and executive functioning, so the elements of planning. Bon. Alors, qu'est-ce que la démence? La démence, c'est un problème de mémoire et puis aussi un autre problème dans un des domaines cognitifs, comme par exemple l'aphasie, l'apraxie, l'agnosie et le fonctionnement exécutif. It has to represent a decline from previous cognitive functioning, and it has to be affecting your day-to-day life. If it's not a decline from how you were thinking and acting before, then what you might be looking at might be something like intellectual disability, where people have had a lifelong history of cognitive problems. Bon. Alors, pour que ce soit de la démence, il faut que ça représente un déclin, un déclin cognitif, mais un déclin par rapport à comment la personne était avant. Il faut que ce soit à un degré où ça dérange son fonctionnement quotidien. Si ça n'est pas un déclin par rapport à comment la personne était avant, à ce moment-là, ça peut être des problèmes ça peut être quelque chose que la personne a eu toute sa vie, comme un handicap intellectuel. So a couple of caveats about dementia. So the cognitive changes, the changes in thinking that you observe basically can't be delirium, right? So they have to be
ongoing and worsening, and I have a separate slide about that. The cognitive changes can't occur solely in the context of a psychiatric event, such as being very depressed or very psychotic. And they can't occur in the context of some kind of other brain problem, like a seizure, confusion from a head injury, or from a stroke, or something like that. Bon, alors, il y a quelques caveats au sujet des changements cognitifs. Ça ne peut pas être des changements cognitifs qui se produisent seulement dans le contexte de délire. Ça ne peut pas non plus quelque chose qui se produit seulement dans un contexte d'un épisode psychiatrique comme un épisode psychotique ou dépressif, et ça ne peut pas non plus se produire uniquement dans le contexte d'une maladie systémique ou bien d'un autre problème, une maladie qui touche le cerveau, comme l'encéphalopathie, par exemple. Bon. There are 3 types of dementia. Alzheimer's, which is the most common. I was actually just reading an article about Alzheimer's today. In the United States, sorry, this is, the article was the American Journal of Psychiatry. In the United States, 5.5 million people have Alzheimer's now, but almost 15 million people are expected to have Alzheimer's in another 30 years. So it's very common, up to 80% of the dementia that you see. Vascular dementia is the next most common at 10 to 20%. Parkinson's is a small amount. And then other kinds of more unusual dementias related to alcohol, Lewy body dementia, frontotemporal dementia are the remainder. Bon, alors en ce qui concerne les sous-types de démence, aux États-Unis, la forme la plus commune, c'est l'Alzheimer, qui comprend 60 à 80% des cas. Ensuite, c'est la démence vasculaire pour 10 à 20% des cas, et ce qui est le plus commun avec. Ensuite, Parkinson. La démence qui est due à la maladie de Parkinson fait 5% des cas. This is clinically speaking, it's not really important what kind of dementia is going on. Dementia is very hard to diagnose in terms of its type without an autopsy. So it's less important to know what kind it is and rather just to recognize it at baseline. Bon, c'est pas au point de vue clinique, ce qui est important, c'est de diagnostiquer que c'est la démence, parce que pour savoir quel type, est-ce que c'est Parkinson ou Alzheimer ou vasculaire, c'est très difficile à trouver. Il faudrait une autopsie pour aller trouver déterminer quel type. Ce qui est important vraiment, c'est de déterminer qu'il s'agit bel et bien de la démence. So this slide I like because it's just a pictorial representation of the difference between dementia and delirium, which are hard to tell apart. Dementia is a chronic and progressive course of cognitive decline. So you start having cognitive decline and it just gets worse inexorably. Whereas delirium is more acute. It happens within days to weeks rather than weeks to months to years of dementia. And it gets better and worse over the course of days to weeks. Bon. J'aime beaucoup cette diapositive parce qu'elle illustre vraiment la différence entre la démence et le délire. En ce qui concerne la démence, c'est chronique et c'est progressif. Le déclin cognitif le déclin va se poursuivre continuellement, et alors que pour le délire, c'est une dysfonction cognitive aiguë, mais qui fluctue. They can be, dementia and delirium can be hard to tell apart, because if you see your patient for just 30 minutes, a snapshot, even less, you see your patient for 5 minutes at the beginning of the day, you're not really, they're confused. You can't really tell
whether that's part of a longer course of cognitive decline, or whether that's merely a moment of confusion in a day of fluctuating cognition. So the key to differentiating dementia versus delirium is taking a good history and seeing your patients multiple times over the course of the day. Bon. Alors, lorsqu'on voit notre patient, mettons 30 minutes ou 5 minutes au début de la journée, c'est assez difficile de différencier entre la démence et le délire parce que on ne peut pas voir vraiment si c'est continu ou si ça fluctue. Alors, la manière de vraiment le voir, c'est de voir le patient assez souvent pendant la journée. Ça va aider beaucoup on va pouvoir voir le patient à différents moments puis voir si son état cognitif fluctue ou pas. They're hard to tell apart, very difficult. Bon, alors je souligne, c'est très difficile de différencier les deux. So this is, so dementia and delirium, 2 of the Ds, dementia and depression, so the third D. So patients with depression can appear like patients with dementia. They can have memory problems, they can have personality changes, but there's some clear differences between the two. Bon, alors, il y a des points communs, naturellement, entre les deux, mais vous pouvez aussi, il y a aussi des aspects qui peuvent aider à différencier. Patients with depression are more likely to have some insight, so self-awareness, about the fact that they are not thinking as well or as quickly as they used to. Bon, alors les patients qui souffrent de dépression, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. They often, because they're depressed and often amotivational, anhedonic, they don't give good effort when engaging in cognitive testing that you might give them. Alors, souvent, ils ne sont pas vraiment motivés, les patients qui souffrent de dépression. Alors, ils ne vont pas faire vraiment d'efforts lorsque vous leur administrez des tests cognitifs. And technically speaking, although this doesn't always help you clinically, depression is episodic, right? So it lasts for a period of time, usually weeks to months, but it can last for years, and then it gets better. So like delirium, right? It can have a waxing and waning course, whereas dementia never does. Dementia always gets worse. Bon, alors, en ce qui concerne la dépression aussi, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement permanent. Ça peut durer des semaines, des mois et parfois même des années, mais à un moment donné, ça va mieux. Et aussi, un peu comme le délire, il y a des hauts et des bas. So I write here that patients with dementia are less insightful, right? So that they don't think they have memory problems, so they're unlikely to complain about memory problems. And they have just as much motivation and interest in doing things as they always did. So they'll give you good effort on testing that differentiates them from depression. Les patients qui souffrent de démence, par contre, eux, ils ne se rendent pas compte ou ils ne savent pas qu'ils ont des problèmes de mémoire, alors ils ne vous diront pas « Ah, j'ai oublié des choses, j'ai moins de mémoire ». Et aussi, eux, ils sont aussi motivés qu'avant. Alors, eux, quand vous leur administrez des tests cognitifs, ils vont faire un effort pour participer à ce test-là et donner des réponses. Mais par contre, leur état, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui va décliner de plus en plus progressivement. And many people ask about the fact that isn't cognitive problems that happen with age, isn't that a normal thing? Right? So it's not actually. So there is an age-related decline in memory. We have, we're not as fast as we used to be when we get older from a cognitive perspective, but we
normal aging of the brain is not associated with amnesia, right? Not remembering. And it should not interfere with your daily functioning. So for example, you should still be able to make a sandwich. You should still be able to find your way home from the store. So if there are problems with those functions, that's pathology. It's not normal age-related decline. Bon, en ce qui concerne le déclin cognitif qui est de la démence, puis les troubles, disons, de la mémoire qui sont reliés à l'âge, ce qui est dû au vieillissement, c'est juste quelque chose qui est normal. Et puis, les personnes, disons, ralentissent un peu avec l'âge, mais ce n'est pas progressif et ça ne les empêche pas de fonctionner normalement dans leur vie quotidienne. Ils peuvent oublier des choses, mais ils vont toujours savoir comment revenir du magasin à la maison, puis ils vont être encore capables de se faire un sandwich, disons. So while you're more likely to have dementia at older ages, just because people are old doesn't mean, and they're confused, doesn't mean they have dementia. Bon. Alors, il ne faut pas penser que juste parce que la démence, c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les personnes plus âgées que ça arrive chez les personnes plus vieilles et pas chez les personnes plus jeunes, normalement. Il ne faut pas penser qu'automatiquement, quand une personne âgée a des difficultés avec sa mémoire, que c'est automatiquement de la démence. And in fact, that age is the biggest risk factor for dementia. So not, 5% of people over 65, whereas almost half or up to half of people over 85 have dementia. So that's clearly a risk factor. Bon, alors, en fait, l'âge, c'est l'un des facteurs de risque pour la démence. 5% des personnes qui ont plus de 65 ans sont susceptibles de souffrir de démence et à partir de plus de 85 ans, ça monte à 50%. Dementia runs in families, particularly Alzheimer's. So a family history of dementia increases one's risk of developing dementia. Et la démence, ça court dans les familles. Alors, si vous avez de la parenté au premier degré qui souffre de démence, eh bien, ses parents au premier degré ont entre 10 à 30% de chances de plus de développer la démence. Certain genetic conditions are associated with developing dementia, like Down syndrome, for example. Il y a aussi un facteur génétique. Par exemple, les patients atteints de la trisomie 21, ils sont plus à risque de développer la démence lorsqu'ils deviennent des personnes âgées. Mild cognitive impairment, which we're going to have another slide on, it's kind of a prelude to dementia. So if you're having some cognitive problems indicative of mild cognitive impairment, that's a risk factor for development of dementia. Un autre des facteurs de risque, c'est un problème cognitif léger. Risk factors for cardiologic disease like diabetes, hypertension, high cholesterol, smoking are of course setups for vascular dementia. Bon, toutes les maladies qui vont aller toucher le système vasculaire comme l'artériosclérose, le tabagisme, l'hypertension sont des facteurs de risque pour développer la démence vasculaire. And lifestyle, so things like physical activity, mental activity, and social activity, if you have plenty of those in your life, those can be protective against dementia, but an absence of those are risk factors for developing dementia. Bon, alors, l'absence le style de vie d'une personne
son niveau d'activité, si la personne fait de l'activité physique, si on stimule son état mental et ses activités sociales, ça va l'aider à ne pas le développer, mais si c'est une personne qui n'est pas active au point de vue physique, au point de vue mental et au point de vue social, ça augmente ses risques de développer de la démence. And educational level, I wrote down here, it's not as if people who are highly educated don't develop dementia. They certainly do. But people who are more highly educated tend to have more cognitive reserve, i.e., they have more going on up here such that if they start to become confused, lose some of their planning ability, it's not as apparent earlier on in the course of disease because they have essentially more cognitive powers to draw on to kind of protect themselves and to help themselves function, even as some of their cognitive abilities are waning. Ici, quand on parle du niveau de scolarité, ça ne veut pas dire que les gens qui ont une scolarité plus élevée ne développeront pas la démence. C'est pas le cas du tout. Cependant, ces personnes-là, leur cerveau est plus actif. Alors, ils ont une plus grande réserve cognitive et ils peuvent y puiser dedans. Dans les débuts de la démence, ils peuvent puiser dans cette réserve-là pour pallier aux difficultés et au début, ça paraît moins parce qu'ils ont cette réserve-là. So what might you see in a patient who comes into the hospital with dementia? So they have trouble remembering recent events, like things from the news. They will not have trouble with remembering more distant events, right? So there's kind of a trope in movies where people get conked on the head and then they have amnesia and they can't remember like who they are or where they live. That kind of biographical information we hardly ever lose. Even when people are very, very demented and they don't know who the people around them are, they remember who they are and they remember older history about themselves. But recent events tend to go. Bon. Alors, en ce qui concerne les aspects cliniques de la démence, on voit par exemple dans les films quelqu'un qui a eu un coup sur la tête et puis qui ne se souvient plus de qui ils sont. C'est pas ce qui se produit. Dans la démence, les gens peuvent, même lorsqu'ils ne reconnaissent plus les gens autour d'eux, ils savent encore qui ils sont. People with dementia have difficulty handling complicated tasks. So dealing with money, dealing with complicated plans. Sometimes I ask people in the hospital, if they had to get from uptown to downtown on the subway, how would they do that? And that involves kind of complicated planning. So oftentimes people who have memory problems can't plan that way. Bon, alors, les personnes qui souffrent de démence, ils ne se souviennent pas des événements récents et aussi, ils ont de la difficulté à gérer des tâches complexes. Par exemple, si on leur demande s'ils doivent prendre le métro pour se rendre du point A au point B, ils ne sont pas capables de planifier ça. They have trouble reasoning. So if the patient has to go to MRI, because they might have a brain bleed, for example, the patient may not understand the complicated reasoning that gets to that decision. And so they may not comply with your medical recommendations. Ils ont de la difficulté à raisonner. Ils sont pas, alors, par exemple, si vous devez les envoyer pour un IRM parce que vous pensez que peut-être qu'il y a un saignement dans leur cerveau, ils ne sont pas capables de penser qu'est-ce que la décision derrière ça, qu'est-ce qui peut avoir motivé cette décision-là. Alors, ça se peut qu'ils décident qu'ils ne veulent pas aller pour leur IRM parce qu'ils ne comprennent pas.
They can wander and get lost because they lose spatial orientation. So that's often sometimes why patients end up in the hospital. Alors, ils peuvent errer et se perdre. Alors, ils peuvent, par exemple, ils peuvent se perdre dans le corridor de l'hôpital. They have problems with language. They can't think of the word they want to use. So they will, if they have cognitive reserve, like if they are more highly educated, they might replace one word for another word that's similar. But oftentimes they can't find the correct word. So they are at a loss for words. Bon, alors, ils ont des difficultés avec le langage. Par exemple, ils cherchent leurs mots. Parfois, ils peuvent réussir à remplacer le mot qu'ils cherchent avec un mot similaire, mais souvent, ils ne sont pas capables de trouver le mot. And behavioral changes. So this is when sometimes psychiatry does get involved because patients are suddenly very unlike themselves. They become angry, violent, irritable. Alors, les personnes aussi vont avoir des changements dans leur comportement. Ils peuvent devenir agités, peuvent devenir agressifs, pas comme eux-mêmes. Okay. So what causes dementia? It's honestly unclear. So in Alzheimer's dementia, I'm sure you remember learning in medical school about plaques and tangles, although it's not clear whether those are just biomarkers or whether those are the things that actually lead to the clinical findings of dementia. Alors, en ce qui concerne la pathophysiologie de la démence, ils peuvent avoir des problèmes avec des plaques et puis aussi il y a des difficultés avec il se passe des choses qui ne sont pas normales dans le cerveau et puis ça peut ça leur donne ces problèmes-là. It's clear that there's also a problem with acetylcholine synthesis. Acetylcholine is a neurotransmitter that plays a role in attention and learning, which is why if you take an anticholinergic medication, for example, like diphenhydramine, or in the States it's called Benadryl, it's hard to remember and learn after you've taken medications that are anticholinergic in nature. So clearly, acetylcholine plays a role in attention and learning. Bon, alors, il y a un déclin de la synthèse de l'acétylcholine et aussi une fonction cholinergique diminuée. Et l'acétylcholine, ça joue un rôle dans l'attention. Ce qui fait que lorsque les gens prennent des médicaments anticholinergiques, disons comme du Benadryl, ils vont avoir de la misère à se souvenir des choses après avoir pris ce genre de médicaments-là. In vascular dementia, the problem is maybe a little bit more clear. You have tiny cortical and subcortical strokes, essentially. So the big areas of the brain are being starved for blood. Bon. On vient de parler de la maladie d'Alzheimer. Maintenant, en ce qui concerne la démence vasculaire, on voit qu'il y a des parties du cerveau qui sont privées, où la circulation ne se fait pas bien, et puis disons que ça affame le cerveau. And if they do autopsies on the brain of people who have had clinical dementia, they notice there's global brain atrophy with neuronal loss, especially in the frontal lobes, which are responsible for higher order functions like planning, but it's everywhere. Now, it's unclear whether the dementia led to the atrophy or whether
whether atrophy was involved in the clinical findings. So it's a chicken and the egg problem, but it's definitely seen if you look at slices of the brain after death. Bon, après, dans la démence au point de vue clinique, on voit qu'il y a une atrophie générale du cerveau. Et après le décès d'un patient, si on regarde à on examine des tranches du cerveau, on voit qu'il y a de l'atrophie. Et puis, on ne sait pas, par contre, si c'est l'atrophie qui a causé la démence ou bien si c'est la démence qui a causé l'atrophie. C'est la question de la poule et l'œuf. Mais on voit définitivement une atrophie générale du cerveau. So how do you evaluate dementia? It's right. You cannot definitively diagnose dementia unless you have an autopsy, but you can certainly make an educated guess. And you do that with history, mostly from the family, since the patient may not be able to provide you history. And you can do some cognitive testing to elicit cognitive dysfunction that you see. Bon, alors, comment on procède à l'évaluation? Ça nous prend l'historique du patient. Naturellement, c'est la famille qui va nous le fournir parce que le patient en est incapable. Et ensuite, on va procéder à des tests cognitifs. Okay. The mini mental state exam, or the MMSE, you guys may be familiar with this. You can find it online and print out sort of the one-page test. It has limitations, so it takes about 7 minutes to do, which doesn't sound like a long time, but it is if you have 1 million patients to see. And also it can be influenced both negatively and positively by the patient's educational level. Bon. Alors, le mini-examen de l'état mental, ça prend environ 7 minutes. Ça n'a pas l'air bien long, mais ça l'est lorsque vous avez énormément de patients à voir. Et puis, ça va vous donner un bon aperçu. So the mini mental state exam involves orientation questions. It involves object recognition and also word finding by naming 3 objects. Bon, alors, le mini-examen de l'état mental va couvrir des questions d'orientation et aussi des questions de trouver des mots en nommant des objets. Alors, c'est assez complet. Ça fait le tour de la question assez rapidement. Serial sevens, right? Asking the patient to start at 100 and count backward by 7. Patients always say, like, this is math and I'm really bad at math. But it's not math, right? It's attention, because subtracting by 7 is a task that is a little complicated and requires some attention. If the patient is having a lot of trouble with that, sometimes I ask them to spell the word world backward. If they can't spell that great, I ask them to spell the word cat backward. And sometimes this is limited by educational attainment. Alors, ensuite, on fait des séries de 7. On demande aux patients de compter à rebours à partir de 100 par bond de 7. Parfois, les gens disent « Ah oui, mais ça, c'est des mathématiques, puis moi, je ne suis pas bon en mathématiques. » Mais non, ce n'est pas des mathématiques, c'est juste une tâche. Ça va mesurer l'attention parce que c'est une tâche complète. C'est une tâche plus complexe. Et puis, s'ils ne peuvent pas le faire, je peux leur demander d'épeler le mot world, le mot monde, à l'envers. Et s'ils ne sont pas capables, je vais leur demander le mot cat, qui est le mot pour chat, à l'envers. You ask the patient to repeat a phrase after you. In the States, we say no ifs, ands, or buts. You could use any phrase that people may have heard of. Alors, on peut aussi demander de répéter une phrase
Et puis, on va choisir une phrase qui n'est pas une phrase que le patient pourrait avoir entendue. And then you ask the patient to remember the 3 objects that you asked them to remember before. So you're asking them to recall more distantly something that you told them before. Ensuite, vous leur demandez de renommer les objets que vous leur aviez demandé de nommer un peu plus tôt dans l'examen. Vous leur demandez quels étaient ces objets. C'est quelque chose qui est arrivé il y a un petit peu plus longtemps, quelques minutes plus tôt. You ask the patient to name a couple of objects in the room, like your pen or the window, something like that. Et vous leur demandez de nommer des choses, par exemple, des choses qui sont autour de vous. Ça peut être disons, un stylo ou bien une fenêtre. You ask the patient to follow a 3-step command. So something like, take this piece of paper, fold it in half, and put it on the bed. Et vous leur demandez d'exécuter une tâche en 3. Ça peut être, prends la feuille de papier, plie-la en 2 et va la poser sur le lit. You ask the patient to follow a written command, which does mean that they have to be literate. Et vous pouvez ensuite, on demande au patient d'exécuter une commande qui est écrite. Il faut naturellement que la personne soit capable de lire. Alors, on écrit quelque chose sur un morceau de papier, puis on leur demande de le faire. You ask the patient to write a sentence. And if they write a sentence with that makes any sense at all, with sort of the noun, the adjective, and the verb in the right place, that's fine. And then you ask them to copy this design of intersecting pentagons. Alors, vous allez demander au patient d'écrire une phrase. Il faut que la phrase ait du sens et puis qu'il y ait un nom, un verbe et un adjectif qui est correct au point de vue syntaxique. Et ensuite, vous leur demandez de reproduire ce dessin qui représente 2 pentagones qui se chevauchent. So if you answer all the questions right, you should get 30 points. And anyone who scores a 24 or below that's diagnostic of dementia. Alors, vous demandez au patient de faire toutes ces tâches-là et puis le score maximum, c'est 30. Et puis, si une personne a 24 ou moins, à ce moment-là, vous savez qu'elle souffre de démence. So it's a test that has good specificity and sensitivity, but it takes some time and there are some issues with it. So another test that you can do, which is a little almost as sensitive and takes much shorter time, is called the mini-cog. Bon, alors, le test que l'on vient de décrire est suffisamment efficace, mais seulement est spécifique et sensible, mais vous pouvez aussi faire un mini-examen cognitif qui est beaucoup plus court. So the mini-cog is, you tell the patient 3 words, car, anger, basket, and you ask them to remember those words, and then you ask them to repeat those words to you in about 3 to 5 minutes. Bon, alors, il y a dans le mini-examen cognitif, on va demander de répéter 3 mots sans donner des indices. Et puis, si la personne est capable on va leur demander de nous redire ces mots-là quelques minutes plus tard. If they get all 3 words correctly, you're done. No dementia. If they don't get any words, that's dementia. And if they're in the middle, if they get 1 or 2 words, then you move on to the next part of the mini-cog, which is the clock drawing test. Bon, alors, si la personne se souvient des 3 mots correctement, ça y est, c'est fini, la personne ne souffre pas de démence et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin.
Si la personne ne se remémore aucun des mots, elle souffre de démence. Et si elle se souvient de un ou deux mots, à ce moment-là, il faut passer à l'autre étape du test qui est de dessiner une horloge. So you ask them to draw a clock with the time showing 10 minutes after 11. And essentially, if they can do that, then they pass the test. And if they can't do that, they have failed. Bon, alors on va demander à la personne de dessiner une horloge et indiquer l'heure comme 11h10. Et puis, si la personne peut le faire, ça va bien, mais si elle n'est pas capable de le faire, ce n'est pas normal. So it's a test with high sensitivity, not great specificity, because people, as we know, can be confused for lots of different reasons. But all you need is a pen and a piece of paper, and it takes 30 seconds. Bon, alors, c'est un test qui a une grande sensibilité, peu de spécificité, mais tout ce dont vous avez besoin, c'est un crayon, un morceau de papier et ça prend 1 minute. So this is a nice example of some clock drawing pathology. The top example is a normal subject. The middle example is someone with Alzheimer's disease. You can see there's no hands on this clock. And this clock is actually showing the incorrect time. And then Parkinson's dementia is on the bottom. You can see there's micrographia, tiny writing, which is a sign of, can be a sign of Parkinson's disease. And what's the problem with this clock? I don't actually know that technically this clock has a problem, although you can tell that perhaps the person is a little bit cognitively confused because of the shape of the clock. Bon, alors en ce qui concerne le test de l'horloge, on voit en haut une horloge qui est correcte. Le deuxième, c'est celui qui représente l'Alzheimer. Il y en a une horloge qui n'a même pas d'aiguille et sur l'autre, l'heure est incorrecte. Et en bas, c'est l'horloge que les gens qui ont la démence due au Parkinson vont dessiner. À droite, on voit la micrographie. Et puis à gauche, on voit que ce n'est pas une horloge qui est normale. Dementia tends to be a diagnosis of exclusion. There are not a lot of labs that are going to help you figure out the diagnosis. And imaging usually is not helpful either. Bon, en ce qui concerne l'examen physique, la démence, c'est un diagnostic d'exclusion. Il n'y a pas beaucoup de tests qui vont donner des résultats qui vont vous aider à diagnostiquer la démence. It is helpful to rule out a UTI, a urinary tract infection, especially in older patients. That's a simple thing that can cause confusion and that obviously is treatable. And in a younger patient who's confused, it might be worthwhile to get some head imaging to make sure there's no acute pathology going on, like a brain bleed or a stroke, but it's unlikely to show you signs of dementia. Bon, alors, en ce qui concerne l'examen physique, on dit que les examens de laboratoire ne vont pas donner beaucoup de résultats, mais on peut au moins vérifier le B12, le folate. Mais il y a aussi des infections comme les infections urinaires. Chez les personnes très âgées, ça peut causer de la confusion et c'est traitable. Sorry, go ahead. Chez les personnes un peu plus jeunes, on va utiliser l'imagerie médicale parce que c'est peut-être qu'ils ont eu un traumatisme. On veut voir s'il y a des signes dans le cerveau, comme des signes d'accident vasculaire ou bien de traumatisme qui pourrait expliquer la confusion chez une personne plus jeune. Il faut le vérifier. So I want to mention treatment of dementia, but unfortunately, there is no treatment. There's certainly no cure for dementia. There are medications that might be able to slow the rate of cognitive decline, especially early in the course of illness. But
and these medications are cholinesterase inhibitors, right? Since we know that acetylcholine is involved in learning, an acetylcholinesterase inhibitor should slow cognitive decline, but there's really no evidence to show that these medications extend life or improve the quality of life. OK. Alors, en ce qui concerne le traitement de la démence, en ce moment, il n'y a pas encore de traitements connus qui peuvent renverser ou prévenir le déclin cognitif. Il y a les inhibiteurs de cholinestérase qui peut améliorer les résultats lors de tests cognitifs dans les cas de démence modérée, mais on ne voit pas vraiment, en ce moment, on ne voit pas vraiment que ça peut prolonger la vie ou bien améliorer la qualité de la vie. The key is to preserve the brain you have. So that's why being physically active, being mentally active is so important, because those are things that stimulate brain function. Bon, alors, ce qu'il faut faire, c'est de la prévention. Alors, protéger le cerveau que vous avez pendant qu'il va bien. How can you make the cognitive issues and the behavioral changes associated with dementia better? You can try and help where you can. So it's helpful to orient patients, to keep them surrounded by things that are familiar to them, like familiar objects, familiar people. It's helpful to let the caretaker know what you think is going on and make sure that the caretaker takes care of themselves, because taking care of demented people is a lot of work. Bon, alors, en ce qui concerne l'appellation, bon, alors on doit prévenir le délire. On doit aussi, on peut aussi aider les patients en les orientant et en les mettant autour d'eux des objets avec lesquels ils sont familiers. Il faut aussi prévenir la personne soignante qui s'en occupe de ce qui se passe quand on voit qu'il se passe quelque chose, et s'assurer que cette personne-là prend bien soin de lui ou d'elle, parce que s'occuper de personnes qui souffrent de démence, c'est quelque chose qui est très exigeant. So there's some data to show that if you give SSRIs to demented people who have problems with anxiety or depression, that can be helpful. And there's some evidence to show that low-dose antipsychotics like olanzapine or quetiapine can be helpful with aggressive or agitated patients, like that case where the older woman was hitting the nurses. But you have to remember that antipsychotics also increase morbidity and mortality in the elderly. So you have to be very careful with those medications. Bon, alors, il y a des médications qu'on peut donner aux patients pour, disons, pour aider avec son comportement. Par exemple, il y a des neuropsychiatriques comme le citalopram et la sertraline. Et puis aussi des antipsychotiques. Mais par contre, il faut faire attention parce que les antipsychotiques vont accroître la morbidité et les décès chez les personnes. Il faut y aller avec, il faut doser judicieusement et peser le pour et le contre. Sorry to interrupt. I know we have to so stop. I see that, yeah, it's almost 9, so if we could, That's fine. Yeah. Okay, That's fine. perfect. I just wanted to say, sometimes it's more important what you don't do than what you do. So you should try and avoid giving medications that make people confused because the patient's already confused. So sometimes it's powerful to not give drugs rather than to give drugs. And I will leave like 1 minute for questions if there are questions. Thank you for being so patient. Nous devons partir. Je vais prendre 1 minute pour les questions, si quelqu'un a des questions. Et j'ajoute que c'est parfois mieux de limiter, de ne pas donner de médicaments plutôt que d'en donner dans certains cas. Il arrive parfois que ce qui est plus important, c'est ce que l'on ne fait pas versus ce que l'on fait. Et
les gens qui prennent beaucoup de médicaments, ça complique les choses. Thank you to Doris for doing such hard work for me. And thank you to the group. And if you have You do that questions, work, I just please repeat. email me. Yeah, perfect. Hello, Vous avez des questions? Bonjour. Bonjour. Allô. Oui, on vous entend. Allô. Oui, on vous entend. Allô? Why doesn't he write his question down? Because there's always like noises Okay. and it sees, I'll have to. Vous pouvez écrire la question sur le chat si c'est plus facile. Doris pour aller lire. Yeah, they're going to write the questions. Sure. What can we find out once we autopsy the brain, a person who had dementia? So you may see neurofibrillary plaques and tangles, which are kind of dense areas of tissue that stain a certain way. Those are associated with Alzheimer's dementia. But what you'll find more generally is shrinking of the brain, especially in the frontal lobes, but also in the temporal lobes, the parietal lobes, and globally. Bon, alors, ce qu'on va voir, on va voir des plaques comme ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, mais en général aussi, ce qu'on va voir tout le temps, c'est l'atrophie générale du cerveau. Le cerveau est comme diminué de taille. You may also see signs of neurovascular disease if the patient had vascular dementia. Vous pourriez aussi voir des signes de maladie vasculaire si la personne était atteinte de démence vasculaire. Vous pourrez voir dans son cerveau, vous allez voir qu'il y avait des problèmes vasculaires. Oh, this is a great question. The answer is no. So there is evidence to suggest that the more anticholinergic medication you take over the course of your life, there is a higher risk of developing dementia later in life, but that's a correlation, it's not a causation. Bon, alors non, si un enfant prend un enfant allergique prend des anticholinergiques dans son enfance, il n'est pas à risque de développer la maladie plus tard. C'est sûr que si plus on en prend dans notre vie, plus on peut en faire de la démence, mais c'est une corrélation, ce n'est pas une cause. This is a very good question, though. I try to limit my patients' use of anticholinergic medications when possible now to try and limit cognitive problems down the road. Ça, c'est vraiment une excellente question. Moi, j'essaie de limiter l'usage d'anticholinergiques chez mes patients dans le moment pour éviter ces problèmes de démence plus tard. You're welcome. De rien. I think we should stop there to be on time. If there are more questions, please email me. I love to speak with you guys. Merci à tous. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous envoyer ça par email ou bien je vais les envoyer au Blacksin directement. Et thank you so much for coming in. Thanks, It was a Aisha. great lecture. Thank you, Doris. Oh, you're welcome. I so enjoy it. Yeah, we're happy to see you today.
Bye, Bye. everyone. Bye bye, everyone. Bye.